Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans Un Esprit Sain dans un Corps Sain, le podcast qui parle du passé, des actualités et de toutes les belles choses qu'il y aura à venir dans ce genre merveilleux qu'est le body horror. Bonsoir Fanny. Salut tout le monde. On va innover ici avec un nouveau format parce qu'on a envie que le body horror et que, un peu comme des croisés, on a envie que ça se propage le plus possible. Et donc du coup de cette façon, on aimerait faire peut-être des fois des épisodes plus courts. On a peut-être un peu moins de choses à dire sur les films et qu'on a vraiment envie de vous inciter à aller vous intéresser à ces derniers. Et à c'est un peu l'idée ici avec deux films d'une saga culte du genre du body horror mais un peu à la frontière. On est un peu entre torture porn, found footage, body horror. C'est surtout un film, une série de films qui est entourée par un nombre incalculable de légendes urbaines et d'anecdotes très rigolotes que je vais pouvoir vous dire dans quelques instants. Il s'agit de la saga des Guinea Pig, qui est une saga de films japonais qui ont lieu dans les années 80, lors de l'âge d'or de ce qu'on a appelé le V-cinéma, c'est-à-dire en fait ce qui est équivalent du direct to vidéo chez nous, avec des formats VHS, qui étaient moins regardés par la censure de époque, qui était souvent à très petit budget mais qui permettait une grosse inventivité et surtout beaucoup entre guillemets d'excès en tout genre de façon assez poussée, assez festive. Et pour se démarquer, c'est un producteur qui s'appelle Satoru Ogura, alors je suis désolé pour les prononciations de base, qui s'est dit ok, j'ai un créneau à prendre, parce que surtout que ça marchait beaucoup quand même le cinéma à cette époque-là, et il s'est dit je vais créer une saga qui est inspiré du principe du snuff movie. Le snuff movie, c'est quelque chose... Alors, d'ailleurs, beaucoup de gens disent que c'est une légende urbaine de snuff movie. Ce n'est pas une légende urbaine. Ce qui est considéré comme étant une légende urbaine, c'est les live streams de gens qui sont torturés en direct. Les snuff movies, ça existe. C'est tout simplement des vidéos de gens qui se font exécuter, de gens qui se font torturer. Mais heureusement, ça existe. Donc il s'est inspiré un peu de l'aura mystérieux, sulfureux qu'a en fait l'idée que des snuff movies pourraient se balader comme ça dans justement certaines filiales du cinéma underground. Et il a lancé d'abord un film et même deux films à peu près en même temps. Disons que la temporalité dans les films Guinea Pig c'est toujours un peu particulier, mais son film qu'il a lui-même réalisé a priori, c'est Guinea Pig Devil's Experiment en 1985, qui tout simplement consiste en justement montrer une femme qui s'est faite enlever par trois hommes et qui la torture durant 45 minutes. Voilà, c'est vraiment le principe du film et c'est quelque chose qui revient en tout cas au début de la saga des Guinea Pig. Parce que les deux films dont on va parler aujourd'hui, c'est le deuxième épisode qui s'appelle Flower of Flesh and Blood, qui est réalisé par Hideshi Inno, qui est un mangaka qui fait vraiment des mangas horrifiques et qui a été appelé par Satoru Ogura pour justement participer à sa saga en cours et pour pouvoir un peu sortir ces deux films en même temps pour un peu marquer les esprits. C'était un peu l'objectif. Et les deux films ont quand même aujourd'hui une espèce d'aura assez sulfureuse, de films très extrêmes, de films horribles, de films assez froids, assez inhumains. C'est plutôt d'ailleurs Flower of Flesh and Blood qui a vraiment plus entre guillemets une espèce d'aura un peu particulière, parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines et pas que en vrai, parce qu'il y a vraiment une controverse qui a été créée autour de ce film-là, qui vient d'une part du Japon, parce que c'était cette époque-là, où je crois que c'est un peu après, c'est un peu après qu'il y a eu les exactions, l'arrestation du tueur en série Tsutomu Miyazaki, qui, je ne vais pas décrire ce qu'il a fait ici, mais en gros, comme on a retrouvé un épisode de la saga Guinea Pig et que un peu celui qui était un peu plus connu c'était le 2, du coup il y a eu un peu une panique morale, est-ce qu'il n'aurait pas été influencé par ce film-là et par ces films-là de façon globale, et aussi parce que plus drôle, l'acteur américain Charlie Sheen a, selon la légende, parce que je crois que ça n'a jamais été prouvé, a justement vu ce film-là, Flower of Flesh and Blood, a pris peur et s'est dit ah merde, en fait il y a vraiment un psychopathe qui a capturé une femme, parce que ce film montre aussi un homme qui est habillé avec un casque de samouraï et qui va faire ce qu'il appelle justement une fleur de chair et de sang, ce qui est pour lui la plus belle chose. C'est un délire qui est très très esthète, et petit à petit il va nous montrer de façon très 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 méthodique, assez ritualisée, le démembrement et l'ouverture chirurgicale de cette femme, en mode c'est une œuvre d'art, c'est performatif, c'est artistique. Et du coup, Charlie Sheen a cru en fait que c'était réel. Mais pourquoi est-ce que justement il y a eu toutes ces paniques morales autour en fait de ces films-là, et notamment de ce film-là? C'est parce que les films étaient présentés pour le premier Devil's Experiment comme étant un
quelque chose de authentique, ce qui n'est pas le cas. Et le deuxième, c'est plus insidieux, c'est comme étant la reproduction d'une vidéo qu'on aurait envoyée à Hideshi Inno, et il s'est dit, je vais du coup reproduire, pas en vrai, mais de façon artistique, qu'on m'a envoyé. Donc voilà, c'est pour ça que ça avait créé un peu une énorme panique à ce moment-là. Et on va aussi du coup parler du deuxième film qui a été réalisé par Hideshi Inno dans la saga, Mermaid in the Manhole, qui est plus un film de body horror. Parce que c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, et on en parlera, Flower of Flesh and Blood n'est pas vraiment un film de body horror, même s'il y a des éléments qui, justement, ont un peu attrait au body horror dans ce film-là. C'est vraiment Mermaid in the Manhole qui est vraiment dans vraiment la pure tradition body horror. Et pour vous dresser un peu, très simplement, l'histoire de Mermaid in the Manhole, puisqu'on va un peu, je pense, parler un peu des deux films en les comparant, et voilà. Mermaid in the Manhole, c'est l'histoire d'un homme qui est peintre qui va, quand il se balade dans les égouts, parce qu'il prend vraiment inspiration en se baladant dans les égouts, il va trouver une sirène qui est là au milieu des déchets. Il va commencer à la peindre et en fait il se rend compte que la sirène est blessée, donc du coup il l'amène chez lui dans sa baignoire. Il va de base un peu dans l'objectif de la soigner, mais au final ce n'est pas du tout ce qu'il fait, et en fait il est là pour un peu documenter et même extraire sa pourriture pour en faire justement une peinture qui la représente en train de pourrir. Et je te passe la parole tout de suite, Fanny, après cette présentation des deux films, pour voilà un petit peu que tu me racontes un petit peu tes impressions sur ces deux films. Alors tout d'abord, Guinea Pig, je n'en avais jamais entendu parler avant toi. C'est toi qui m'as introduit dans ce cinéma, à cet univers, avec un petit peu As l'épouvantail, dont on peut saluer le travail et on peut vous rediriger vers sa vidéo très très complète, très bien détaillée sur l'ensemble de la saga Guinea Pig. Donc vraiment, je n'avais aucune attente. J'y allais complètement vierge, complètement détendue. Paradoxalement, j'avais eu tes retours sur quelques films, mais je voulais avoir le moins d'informations possible pour pouvoir m'y plonger de façon la plus indépendante possible, avec le moins d'a priori. Et donc, j'ai commencé par Flower of Flesh and Blood, c'est bien ça, qui est un film que j'ai trouvé intéressant. Alors aussi, on pourrait revenir sur ces formats de films. Ce sont des films assez courts, je crois que tu l'as dit. Le premier doit durer une 30aine de minutes. Flower of Flesh and Blood dure 41 minutes 58. Et Mermaid in the Manhole est un peu plus long. Donc on est quasiment sur un format de moyen métrage. Donc déjà, ce qui change un peu notre regard de spectateur. Peut-être aussi lié dans le cadre dans lequel on a regardé ces films. Donc on va pas tout vous révéler sur nos secrets de spectateurs, mais ce sont des films assez difficiles à trouver, difficiles à regarder, donc ils sont empreints de quelque chose d'hyper confidentiel, d'hyper intimiste. Ce sont des films qui ont à la fois une certaine notoriété, j'imagine aussi davantage peut-être au Japon, mais qui restent des films de niche, d'ultra niche. Et la dimension de saga aussi crée quelque chose supplémentaire, sans compter, comme tu l'as très bien dit, qu'ils sont auréolés de ces légendes urbaines et qu'ils sont très poreux à tous les genres que tu as cités, le found footage, le body horror bien sûr, le torture porn. Ils préfigurent le torture porn, puisque le torture porn connaît en réalité, comment ça va être vraiment conceptualisé et à s'imposer en tant que genre à part entière au niveau des années, pendant les années 2000. Voilà, on pourra revenir éventuellement sur la définition. Donc, Flower of Flesh and Blood, je l'ai découvert et j'ai plutôt apprécié cette expérience que j'ai trouvée assez apaisante, qui peut sembler paradoxale au regard du sujet, au regard du traitement, parce que c'est assez extrême, effectivement. Là, on suit tout le processus rituel, comme tu l'as très bien dit, de cet esthète. On est entre l'esthète, l'artiste et le clinicien, le chirurgien. On est entre cette rencontre entre le médical et l'artistique, où on a quelqu'un, un personnage, un tueur en série, qui va méthodiquement découper un corps féminin endormi, anesthésié, et qui va d'ailleurs miraculeusement rester très longuement en vie. Et c'est ça aussi qui est perturbant, c'est que on est là où on voit qu'on est dans un film qui préfigure le torture porn, c'est que nous n'avons aucune réelle empathie à l'égard de la victime. La victime est vraiment, comme elle est endormie, on la découvre pas, elle est vraiment présentée comme un corps, et pourtant
malgré tout pas réduite à celui-ci. Il y a quand même comment dire, on pourrait tomber dans quelque chose d'assez bas, d'assez réifiant, objectivant du point de vue aussi du corps féminin. Là encore, on pourra aussi montrer les limites de tous ces films qui sont aussi inscrits dans une certaine temporalité, une certaine époque, et cette fascination aussi autour de la torture du corps féminin. Bon, on peut pas le regarder de la même façon aujourd'hui, et tant mieux. Néanmoins, eh bien, ce n'est absolument pas un film dérangeant. Vraiment, on entre dans celui-ci de façon très détendue et on suit ce rituel. On est dans le sacré avec ce démembrement voilà, très procédural et ces moments de rupture quasiment avec le quatrième mur, je crois, hein, dans mon souvenir, où le tueur va expliquer à la fois sa démarche médicale et aussi sa démarche artistique. Pourquoi il va découper telle partie du corps, ce que cela lui évoque. Et donc, tu parlais d'extraire tout à l'heure la pourriture. Là, il va en extraire la poésie. Il va extraire de ce démembrement la poésie. Et il va rendre hommage au corps et aussi à chaque partie découpée. À ce sujet, vous verrez que on reviendra sur la question du démembrement. J'ai prononcé cette phrase. J'ai prononcé cette phrase. On reviendra sur cette question du démembrement. C'est incroyable. Mais voilà, on ne va pas vous le refaire dans les détails. Mais il va lui extraire un bras. Et pourquoi ce bras va lui évoquer tel vers, tel poème. Pourquoi il va considérer que c'est un geste qui est beau. En quoi c'est quasiment un geste d'amour. J'ai trouvé ça... Désolée, je suis la caution France Inter ou France Culture de l'émission. Et j'ai trouvé qu'il y avait un processus un peu baudelairien, de façon tout à fait basique, puisque voilà, les fleurs, les fleurs de la beauté, du beau, naissent sur le purin, naissent sur le fumier, naissent sur la charogne. Et là, quelque part, c'est cela. On extrait des fleurs de la chair ensanglantée. On est dans un processus, peut-être que le terme n'est pas tout à fait juste, mais de sublimation. Et oui, tout cela est abordé dans une sorte de grand calme, voilà, avec une musique assez minimaliste qui va nous entraîner dans ce rituel et nous mettre en quelque sorte un peu en hypnose. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis sur l'aspect, justement la beauté en fait d'un corps qui est découpé, parce que quand même moi je trouve honnêtement même que, et je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis sur le regard sur le corps féminin qui est particulièrement dans le 2 assez objectifié, hein, bon, encore presque plus dans le 1, mais il y a cette dimension d'érotisation assez passive. Alors, d'ailleurs justement c'est un peu ambigu là-dessus. C'est en fait faut comprendre aussi que ESPIC qui lui administre un espèce de sédatif où il fait qu'elle ne ressent pas la douleur et où même elle éprouve presque une sorte de plaisir. Il sous-entend en mode oui en fait voilà, se faire découper c'est presque une forme un peu de plaisir. Après c'est un peu, disons que c'est jamais je trouve une érotisation qui est complètement assumée, complètement montrée, complètement caractérisée, mais il y a quand même un truc qui m'a un peu sauté aux yeux personnellement en voyant le justement Flower of Flesh and Blood, c'est la dimension justement c'est le lien avec l'Eroguro, parce que le Eroguro qui est un mouvement littéraire japonais, y compris un mouvement artistique et visuel beaucoup, qui consiste en comme son nom l'indique, érotisme et guro gore, de mélanger un peu voilà dans une perspective très provocatrice justement des imageries érotiques et des imageries gore. Et en fait on voit à un moment qu'il a une espèce de rideau qui est une estampe qui est un dessin d'Eroguro. C'est pour ça que je me dis en fait il y a cette dimension de trouver un sublime dans finalement une forme de beauté très violente, très archaïque, de la chair. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu quand même ce côté transformation de la victime pour quelque chose qui est dehors du beau, voire un peu de l'érotisme. Mais encore une fois, c'est pas extrêmement assumé pour moi, mais je vois que tu veux réagir. Tout à fait, parce qu'il me semble qu'on en avait discuté en off, non pas dans cette émission, mais c'est l'occasion d'y revenir. Est-ce que Flower of Flesh and Blood comporte une dimension érotique ? Je nuancerais en disant que c'est davantage de la sensualité. Déjà, l'érotisme ne montre pas les choses de façon crue. Alors, il y a plein de formes d'érotisme, et là encore, je ne suis pas spécialiste du genre, des genres, mais on n'est pas dans une approche frontale
du sexe, du corps. Et là, ce n'est clairement pas le cas. Donc déjà, l'érotisme est dans la suggestion, mais néanmoins, la sexualité est présente et reste un sujet. Ici, on en est quand même assez loin. Alors, ne serait-ce que par le geste, effectivement, on ne peut pas non plus pleinement l'occulter. On est dans un rapport à l'intime, ça c'est sûr. Et quoi de plus intime qu'un corps qui se fait démembrer et dont on voit complètement l'intériorité, les organes. Bref, c'est... Quoique, il y a des moments aussi où, si vous souhaitez le voir, le tueur préserve la pudeur du corps féminin. Je ne sais pas si tu te souviens. On n'a pas accès, par exemple, à ses seins, à son sexe. Il y a aussi ce respect de ces parties plutôt intimes. Et donc, là où je nuancerais par rapport à l'érotisme, je pense qu'on est plus dans un film qui convoque la sensualité, qui est dans un rapport sensuel, donc aussi à la sensation, le rapport à la peau, la manière dont on va le toucher, la manière dont on va le découper, la manière dont on va le démembrer, lui faire changer aussi de forme, sans être dans une déformation totale. C'est aussi l'attention à la peau et aussi dans cette approche chirurgicale. En fait, je pense que ce que j'ai voulu dire par aspect érotique, c'est que juste qu'on ne peut pas aborder, je trouve, notamment dans la thématique d'Hero-Guro, qui est quand même un genre qui montre pas mal de trucs, disons, qui s'éloigne un peu du code de la sexualité et de la morale, entre guillemets, classique. C'est vrai que pour moi, il y a une approche érotique, mais dans la façon dont il a vraiment, non pas qualifié et gestes, enfin, et parties du corps qui sont traditionnellement érotisées, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pudeur, elle a un drap blanc sur elle et tout qui cache, mais il y a quand même ce truc de, tu vois, je me rappelle un moment qu'en fait, il prend son épaule, comment en fait est-ce qu'il regarde l'intérieur. Après, il y a aussi, bon... entre guillemets, on spoil ce qui se passe, mais bon, vous avez compris. Mais à la fin, elle meurt. Voilà. Mais il y a ce côté, il lui prend un œil et il commence à lécher l'œil. Quand même, ouais, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même ce côté, je trouve, un peu, comment dire, disons que c'est une façon d'aborder l'érotisme qui effectivement est profondément déviante et qui en fait du coup, alors no king shame, mais en même temps, voilà, mais voilà, d'une façon qui est, comment dire, qui n'est pas attendue dans les codes de l'érotisme plus classiques. C'est pour ça que je me suis permis. Après, je ne prétends pas complètement genre être connaisseur là-dedans, mais voilà. Ça emprunte à l'érotisme aussi, je pense à ces plans sur les lèvres, donc, qui sont traditionnellement des motifs d'érotisation, voilà, des zones érogènes, des endroits du corps aussi, il faut le rappeler, féminins, qui prêtent à l'imaginaire autour du désir, en tout cas qui appartiennent à cet imaginaire-là. Et le film joue là-dessus, tout en préservant, tout en ménageant des espaces de dissimulation cachés. Et donc voilà, c'est pour ça que je préférais parler de sensualité, mais la sensualité est tout à fait liée à l'érotisme, de toute façon. Pour te rejoindre complètement sur ces dimensions-là, ça me fait penser, parce qu'il y a effectivement ce plan sur les lèvres rouges, et puis il y a aussi sa robe à la base très rouge qui pourrait être associée. Non, elle n'a pas une robe rouge ? Elle a une robe noire, mais par contre, elle a des talons rouges et des lèvres, effectivement, qui portent un maquillage rouge. Et bon, il y a la couleur du sang, du coup, qui devient très saillante et qui est mise en valeur par cet effet de contraste. Mais non, elle porte des chaussures rouges, des chaussures à talons rouges. Ah ok. Merci, parce que je sais pas pourquoi j'avais en fait pensé que c'était une robe rouge. Pour moi, ce qui fait, et je pense que tu seras peut-être d'accord, mais le climax est le meilleur passage finalement de ce film, parce qu'il y a un côté qui est très méthodique, comme tu dis, qui est assez apaisant en fait. Il y a un côté, voilà, c'est comme un protocole scientifique. Première étape, seconde étape, je vous présente, puis on monte tranquillement. Il prend vraiment son temps, parce qu'il y a pas de stress, vu que la victime elle est vraiment passive, elle est complètement endormie. Avec d'ailleurs, parce qu'en fait en ce moment on est en train de revoir un peu des petites images, mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain réalisme plutôt pratique pour l'époque, ce qui quand même, je me rappelle quand c'était fait, j'ai réflexion que quand même le film est plutôt bien fait, donc c'est pour ça qu'on vous encourage aussi à le voir, parce qu'honnêtement ça a pas trop ma vie par rapport au premier Guinea Pig, The Devil Experiment, qui pour moi est un film assez ennuyeux, mais celui-là quand même on est quand même pris un peu dans l'ambiance, dans cette espèce de froideur, dans cette espèce de côté très justement esthétisation, dans la sensualité, dans une espèce de contemplation voilà, des membres découpés qui et au fond non pas qu'on comprend le tueur, mais on est presque, ah oui c'est vrai que c'est quand même plutôt presque beau quoi.
Et ce qui pour moi est le paroxysme de ça, c'est la fin du film. C'est quand il nous dit ah bah voilà, j'ai genre fini, j'ai fait ça, c'est magnifique, je vais ajouter à ma collection. On voit qu'il a plein en fait, sur une espèce en plus de musique avec une espèce de voix ultra gutturale qui dit une espèce de poème en chantant parlant, ce qui ajoute en plus encore plus au malaise de la situation, où on voit un peu sa collection et on voit des parties de corps qui sont bouffées par les vers, donc il y a un côté justement qui est très presque nature morte en fait, qui est assez magnifique. On déambule dans sa galerie macabre entre l'organique, je crois qu'il y a des vers aussi, enfin, il y a un mélange. Alors c'est peut-être aussi ma mémoire qui recompose, mais on a un mélange entre les vers qui grouillent sur ces morceaux de corps qui baignent dans l'eau, avec aussi de la nature qui émerge de tout ça, de la moisissure, des champignons. Donc vraiment, c'est sa galerie personnelle d'esthète. Donc il est à la fois l'artiste et le collectionneur qui ajoute une perle rare à son exposition personnelle et intime. Et d'ailleurs, je crois pas que je te l'avais dit, mais ça m'a fait penser à une série que tu m'as conseillée, qui est très bien, qui est la série Hannibal. Où en fait, ça me fait penser à un des meurtres de la série genre Hannibal, où c'est quelqu'un qui justement a enterré des gens sous terre. Et en fait, du coup, t'as un mélange vraiment entre côté organique, naturel, et le côté cadavre, le côté à la fois morbide, le côté plus un peu genre nature, ce qui crée un peu d'espèce d'être hybride. Et je trouve qu'il y a un peu ce côté un peu hybridation entre côté très nature et côté plus cadavre. Donc C'est la vision en fait du psychopathe, puisqu'il s'agit ici d'un psychopathe quelque part, qui met en scène, qui n'est pas dans une approche seulement pulsionnelle du meurtre, parce qu'il y a de la pulsion, mais celle-ci, elle est distanciée, elle est médiatisée par l'art, par la méthode, par la démarche et par l'aboutissement de celle-ci, où on finit par collectionner, certes, des morceaux d'un corps, mais tout importe. On est à la fois dans la performance et ensuite sur ce qui reste de cette performance. Et c'est pour ça que la mention de la nature morte était tout à fait juste aussi. Apprécier la dégradation et la pourriture de ce corps. Alors une fois qu'il est mort et tout à fait séparé, donc là on peut vous renvoyer à notre épisode sur Thanatomorphose, notre premier épisode. Donc ouais, c'est un peu comme ça qu'on peut le concevoir. oui, et puis justement, je trouve en fait qu'on est vraiment dans cet aspect body horror à ce moment-là, dans justement quand ça s'approche finalement, parce que la pourriture crée une modification du corps. Et comme on l'a vraiment dit, le body horror, ça se caractérise vraiment par une modification de l'enveloppe corporelle. Le torture porn qu'on avait déjà abordé dans notre épisode d'avant sur Human Centipede et sur Tusk, c'est pas vraiment du body horror, ça peut y mener, mais en fait l'idée centrale surtout du torture porn, c'est vraiment cette absence d'empathie envers les victimes. Et ça, une monstration très très crue de l'acte en fait, et un côté finalement qui est très pratique. Voilà un peu qu'est-ce que ça ferait de justement sectionner un corps comme ça, et un peu quel est le type de beauté un peu qui pourrait y ressentir, mais on n'est pas vraiment dans le body horror. C'est surtout le climax, ce qui est retenu dans le torture porn, au détriment de l'intrigue, au détriment, tu l'as très bien dit, de l'empathie à l'égard des personnages qui ne sont réduites qu'à leur enveloppe corporelle mais qu'à leur chair. C'est le moment de la torture, donc ça se traduit souvent par des rapes, des kidnappings, et ensuite un épisode de torture qui mène le plus souvent à la mort. Et donc c'est ce climax que retient le spectateur et que retient le torture porn. Donc ce moment d'acmé, d'explosion dans la torture, dans les souffrances qui sont infligées au corps, mais on n'a pas cette déformation, cette mutation, cette intériorisation, cette réflexion en fait que porte le body horror par rapport au corps, ou le fait qu'on ait ce podcast. Je crois que le torture porn est beaucoup plus restrictif. Il y a des porosités entre les deux genres, bien sûr, mais ils appartiennent quand même à des domaines très différents. Ils portent des réflexions, des philosophies radicalement différentes. Et là, ce qui est intéressant avec Guinea Pig, c'est qu'on part d'un proto-torture porn pour aboutir vers une sorte de proto-body horror. Et justement, ça fait la transition d'ailleurs très bien avec le deuxième film dont on va parler, car justement, en plus, quand on parle de pourriture du corps, c'est un peu l'objet central et de réflexion autour en fait de cette dernière. C'est l'objet central de Merman in the Manhole, qui est sorti en 88, qui est également réalisé par Hideshi Inno, et où justement, ça a mis, je crois, un peu plus longtemps à être fait, y compris à cause de tous les problèmes qu'il avait eu pour Flower of Flesh and Blood, qui avait un peu visiblement ralenti dans la production de celui-là, parce que en fait, on a l'impression en tout cas que Mermaid in the Manhole est un film un peu plus personnel pour lui, qui avait il y a un peu plus
drivé en termes d'histoire. D'ailleurs, il y a un peu plus une vraie histoire. Les personnages sont un peu plus caractérisés que dans Flower of Flesh and Blood. On est sur des films qui sont finalement assez différents en fait dans leur approche, et aussi très différents dans leur approche de l'horreur. Et justement, on est vraiment ici dans le body horror. C'est même vraiment pour ce film-là qu'on voulait aborder de base la saga Guinea Pig, même si le 2 a pas mal de richesses cachées qu'on a voulu aborder ici. Et à titre personnel, je pense que je préfère un peu le 2 pour sa grande froideur et ce méchant entre guillemets qui est tellement une espèce de méthodicité et ce côté esthète qui un peu fascine un peu, qui peut un peu rappeler le méchant de Seven sur certains aspects. Après, je me limite un peu dans la comparaison, hein, c'est pas méchant de Seven, il est vraiment développé alors que là c'est pas vraiment le cas. Du coup, Mermaid in the Maid Hall, qu'en as-tu pensé? Alors, de mon côté, j'ai préféré Mermaid in the Main Hall, mais je suis très contente d'avoir vu Flower of Flesh and Blood avant, parce que on va voir aussi à travers cet élément de comparaison qu'il s'inscrit dans une continuité, même si c'est pas le film qui arrive juste après. Alors, pour 2 raisons, j'ai préféré Mermaid. Alors, pour une raison tout à fait personnelle, j'adore les sirènes. Je le confesse ici, c'est ma passion depuis que je suis petite, et j'ai une fascination pour cette créature hybride. Je pense que ça préfigurait déjà mon amour pour le body horror, parce que c'est déjà du body horror, là, la figure de la sirène, qu'elle soit mi-femme, mi-oiseau ou mi-femme, mi-poisson. Enfin, on a quand même cette rencontre entre l'humain et l'animal, c'est pas rien. Et aussi, peut-être parce que je suis attachée à la narration qui ne va pas très loin, effectivement. On le redit, les guinea pigs ne sont pas là ne sont pas retenus pour leur qualité d'écriture et leur scénario incroyablement travaillé et riche. Mais dans Mermaid, les personnages existent. Là où dans le Flower of Flesh and Blood, on peut questionner ces personnages, et il n'y en a véritablement qu'un, et encore. Et encore, moi ça me rappelle presque plus un documentaire. Donc je me suis plus sentie spectatrice d'un film de cinéma, de narration, d'un récit. En fait, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un vrai récit devant Mermaid, même si on est dans un environnement très cloisonné, une sorte de huis clos, c'est très restrictif, on est toujours dans la même pièce, il y a ce côté très très fixe, on retrouve l'artistique. Bon, mais je pense que c'est ce qui m'a permis de rentrer peut-être encore plus dans le film, et aussi, c'est la 3e raison finalement, parce que c'est éminemment un film de body horror. Franchement, je pense que t'as très bien résumé le film. Après, moi, c'est plutôt une histoire de purement goût et ressenti en fait, dans le sens où moi ce qui m'a fasciné dans le film vraiment c'est l'aspect très pictural, parce qu'en fait pour un peu expliquer, sa pourriture et sa maladie créent en fait littéralement des couleurs. En fait, oui, ça, parce qu'en fait, c'est, je pense, sa queue de sirène et ses écailles qui pourrissent, c'est ça? Oui, sa queue de poisson, ses écailles, sa peau, on finit par plus tellement discerner au bout d'un moment. Oui, c'est vrai qu'à un moment, ça devient un peu une espèce d'agglomérat un peu pourri, de chair de poisson mélangée, mais qui est très beau esthétiquement, toujours avec justement un très grand travail qui a été fait sur justement tout le côté maquillage, prothèse, qui est assez fou. Et justement, en fait, c'est que comme en fait, elle se vide littéralement de sa substance lol, ça goutte dans des pots à peinture, et en fait ça va lui servir justement à peindre en fait sa souffrance. Et c'est là d'ailleurs on voit un peu, sans forcément spoiler le film, mais qu'il y a une dimension où finalement il y a quasiment aucun contact direct ou très très peu avec la sirène. En fait, c'est plutôt lui qui la voit et qui est un peu comme une sorte de spectateur en fait de cette pourriture qui cherche à documenter. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'utilisation d'une voix off qui en fait dit un peu ses pensées. C'est là où on voit d'ailleurs qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent dans sa tête sans forcément dire un peu tout ce qui se passe. Après bon, le film est assez vieux et si vous voulez le voir, il est disponible. Franchement, en vrai, c'est des films qui sont quand même relativement disponibles par une recherche Google. Voilà, il suffit de un peu voir de site en site, mais ils sont quand même heureusement assez trouvables. Et il y a vraiment cette dimension qui est vraiment de l'ordre vraiment plus en fait presque du body art, qui rend le truc assez fascinant à voir. Mais je sais pas, j'ai peut-être trouvé que paradoxalement, il y a une dimension qui est peut-être un peu plus... En fait, on comprend vraiment encore plus où ça va peut-être que dans Flower of Flesh and Blood, où peut-être on se dit « Ah, qu'est-ce qu'il va faire après ?» Comme truc horrible, alors que là, bon, on comprend un peu le truc. Après,
le twist final, on se prend bien dans la gueule quand même. Franchement, il est quand même très bien fait. Et t'es en mode waouh, ouais, c'est ça. Oui, le twist final, vous pouvez, si vous n'avez pas vu ce film et que vous comptez le voir à l'issue de cette émission, peut-être que vous le regarderez avec cette optique de deviner, de dévoiler le final. Mais il permet d'interroger la figure de la sirène, le choix de la sirène. Et j'avais un peu envie d'aborder le film comme ça, parce que la sirène, elle est présente dès le titre. Et vous remarquerez qu'il y a peu de films, en tout cas à ma connaissance, qui parlent de sirène, encore moins dans le monde de l'horreur. La sirène, on en a tous aujourd'hui une représentation plutôt romantique, si on nommait toute la partie antique. Oui, après, juste pour une petite parenthèse, je pense que en vrai, ça ne serait tardé parce que je pense que vous êtes sûrement au courant que comme les personnages de Mickey, Winnie Ourson commencent à en fait tomber dans l'espace public, et c'est peut-être une question de temps avant en fait que la petite sirène, même si je pense que la petite sirène est déjà plus ou moins dans le domaine public, mais qui est peut-être des films d'horreur qui justement vont pervertir un peu l'imagerie Disney. Donc je te rassure, Fanny, je pense qu'il y aura beaucoup plus de films qui vont mettre en scène des sirènes pour notre plus grand bonheur. J'espère. Peut-être. Et donc oui, je me suis demandé, mais alors pourquoi cette sirène? Et puis la sirène, on la trouve dans l'océan, enfin, voilà, qu'on se réfère au conte d'Andersen, au Disney, ou même dans la mythologie nordique ou la mythologie grecque, elle est associée à cet univers marin. Et là, non, la sirène n'est pas trouvée dans n'importe quel lieu, elle est trouvée dans les égouts. Donc, comme tu l'as très bien dit, au beau milieu des déchets, au beau milieu de la pourriture. Là encore, même si la pourriture est traitée, vous l'aurez compris, différemment dans ce film. Donc déjà, dans un espace assez glauque, à l'abri du monde, pas du tout dans cet espace marin d'ailleurs, qui évoque l'ailleurs, le voyage. Non, non, non. Là, la sirène préexiste sous la maison du peintre. Donc il va la recueillir en se rendant compte qu'elle est blessée. Il dit que voilà, c'est la plus belle chose qu'il a trouvée. Et ému de sa blessure, ému de sa maladie, il la recueille, il la place dans sa baignoire, il veut la soigner. Et elle, non, lui dit, ne me soigne pas, pas moi, tu dois peindre. Et c'est assez, j'allais dire sadique, c'est pas du tout sadique. Non mais... Pour moi, il y a des dimensions, justement, c'est ce que je voulais un peu dire, mais de muse, en fait. Elle dit non, mais en gros, en fait, je suis ta muse. Et en fait, je pense que c'est ça qui est assez... Je suis ta muse malade, titre de Baudelaire, par ailleurs. Ah bah oui, mais c'est beau. En fait, ouais, mais en vrai, mais je suis d'accord, il y a un vrai côté poète maudit, artiste maudit, un peu dans la vibe aussi du peintre, un peu, non? Quand même. Ah bah complètement, qui se complaît dans la souffrance et de la contemplation d'un corps en décrépitude, et qui y trouve non seulement une inspiration artistique, mais aussi une jouissance. C'est pour ça qu'en fait, oui, tu as raison finalement quand on parle d'érotisation, mais c'est un érotisme qui est toujours contenu et qui passe par l'art, qui ne s'actualise jamais dans un acte d'union, d'amour, sexuel, tout ce que vous voulez. Non, c'est sublimé, c'est transcendé par le geste artistique, par la contemplation d'un corps soit qui est en train d'être découpé, soit qui est en train de se décomposer. Mais ce que j'ai aimé dans Mermaid, c'est pendant tout le film, ou presque, c'est de me dire pourquoi le choix de la sirène? Parce que la sirène, c'est d'ores et déjà, c'est un fantasme. Ça appartient au préalable à l'imaginaire. C'est déjà une représentation fantasmée. Et là, en fait, on détruit complètement cette image. Et c'est en fait au moment où elle se détruit qu'elle en devient encore plus belle, encore plus fascinante. Et c'est cette muse qui réclame, alors qu'elle est au bord de l'agonie et qu'elle souffre de plus en plus, elle lui réclame toujours plus d'être peinte. Donc on est aussi dans un rapport un peu narcissique, et aussi au dévouement de la muse envers son artiste, envers son maître. Donc c'est assez trouble. Et même d'ailleurs dans ce trouble, on peut aussi dire que peut-être le film est plus troublant peut-être que le 2 à certains égards, notamment parce que, sans forcément trop en révéler, il y a cette dimension en fait de, comment dire, une sorte de narration que lui va se faire pour un peu dire ouais, en fait je la sauve, alors qu'en fait comme on voit, comme on l'a dit, en fait il ne la sauve pas du tout, en fait il ne fait que la peindre. Et c'est un peu se dire mais non, je dois, c'est ma muse, je dois avant tout être inspiré par elle. Et c'est là on trouve un peu en fait ce côté rapport domination homme sur les femmes, qui avait déjà un peu quand même dans le 2, où là c'est un peu plus insidieux, parce qu'on est vraiment de son point de vue, et
Et on est dans un point de vue où on ne nous montre pas ces personnes-là comme étant une personne malfaisante. Donc du coup, on est peut-être un peu plus en empathie émotionnelle avec lui devant un peu ce spectacle d'horreur qu'il doit documenter. Et c'est là où justement le film est quand même assez intéressant de peut-être un peu plus questionner un petit peu ces dynamiques-là. Je pense aussi à d'autres personnages qu'on n'a pas mentionnés. C'est un film qui s'élargit aussi, alors presque avec un contre-pied quasiment humoristique, un peu ironique, mais qui nous rappelle à la réalité avec les personnages des voisins qu'on retrouve au début, au milieu, à la fin, donc par moment, par touche. Et ces voisins qui se questionnent sur l'activité de leur voisin, du peintre, qui trouvent que c'est un être un peu étrange, un peu extravagant, qui les intrigue et qui suscite des discussions au sein de ce couple de voisins, de jeunes voisins. Et à un moment donné, ils vont découvrir des choses étranges et ils vont chercher à trouver, à comprendre ce qui se passe. Et bien évidemment, c'est par eux qu'on a la révélation finale. Donc, dans ce rapport, ce retour à la réalité qui s'oppose au fantasme. C'est un film sur plein de choses, mais je pense essentiellement sur le fantasme. Et d'ailleurs, c'est là même où on voit que c'est un film guinéapique, parce que c'est un film finalement qui traite encore une fois d'un côté qui fait très légende urbaine en fait. On se retrouve avec ces personnages-là à dire ah oui en fait c'est un truc qui se passe près de chez nous, on sait pas trop ce qui s'est passé mais c'était un truc horrible. Le fait divers. C'est justement vraiment en fait sur ces dimensions de faits divers qui caractérisent en fait toute la saga, que ce soit dans la diégèse de la saga, y compris en dehors, parce que ce que Az d'ailleurs Az Épouvantail nous a révélé dans sa vidéo, enfin moi je ne savais pas, c'est que l'actrice qui joue la sirène a complètement disparu de la circulation après le film, ce qui est quand même plus particulier, surtout vu les conditions, vu le destin de son personnage. Et voilà, c'est pour ça que c'est une saga assez fascinante quand même, qu'on vous encourage à aller voir. Enfin je sais pas après si tu as d'autres choses à rajouter un petit peu sur ces deux films. Peu de choses. Ce n'était pas l'idée préalable, puisqu'on vous l'a dit au début, cette émission est conçue comme une capsule. Bon, finalement, c'est une bonne capsule. On a bien parlé. Un bon expresso, là, même un café allongé, pour filer la métaphore, vous me connaissez. Mais j'ai envie de mettre Mermaid in the Main Hall en lien, c'était pas du tout l'idée au départ, donc je ne vais pas beaucoup le développer, avec un film que vous pouvez trouver sur Shadows, l'Éternel, qui s'appelle Bliss. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui va questionner la production artistique et qui va l'interroger dans la détérioration du corps, la détérioration de l'âme aussi dans Bliss. Il y a une dimension beaucoup plus faustienne, mais qui va montrer la dynamique entre horreur, dégradation du corps, dégradation de l'autre et création artistique. Avec en fait cette thématique qui est quand même très répandue, qui n'a de cesse d'être traitée à l'image ou en littérature, que la création procède de la destruction, de la dégradation, et que peut-être que c'est toujours ce qu'il reste, ce qu'on vise, et qu'elle prolifère, elle produit, elle grandit et elle s'embellit sur les déboires du corps et de la folie humaine. Non, c'est vraiment très bien dit. Et c'est vrai que c'est là où on voit que finalement le body horror, ça incarne tout à fait bien ces dynamiques de création. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi beaucoup de figures créatrices dans le body horror. Donc je te rejoins complètement. Mais voilà, sauf si après tu as quelque chose d'autre, j'aurais rajouté. Je pense que alors du coup, qui dit capsule, qui dit contenu plus court, qui dit plus. Donc a priori, si tout va bien, on se retrouve dans 2 semaines avec un film qui incarne très très bien l'idée du mois de mai. C'est un peu notre May Queen, mais c'était la May Queen avant Midsommar. Voilà, petit teasing. En plus, c'est un film qui recommence un peu beaucoup à faire parler de lui, qui est un film assez culte. C'est un film qu'on a adoré, qu'on a très très hâte de vous en parler. Mais on vous en parlera très vite. Sur ce, merci encore d'avoir écouté ce podcast. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et surtout le partager, en parler autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas, faites du body horror votre hobby d'horreur. Merci à tous et bonne soirée.